Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour Histoire criminelle, votre rendez-vous dédié aux grandes affaires criminelles chaque dimanche sur LCI. Et au sommaire de ce dimanche, une émission dédiée à cette affaire sans fin, l'affaire du petit Émile. Avec une question simple, est-on à un tournant dans l'enquête? Une vaste campagne de prélèvement ADN vient de s'achever. 106 personnes ont été prélevées, des personnes qui vivaient au Haut-Vernay ou aux alentours le jour du drame. Est-ce que ces ADN vont matcher avec ceux retrouvés sur les vêtements du petit Émile? Sont-ils l'ultime chance de savoir la vérité? On va vous donner dans un instant les toutes dernières informations. Cette campagne de prélèvement ADN, ce sont les grands-parents d'Émile qui la voulaient, ces grands-parents au cœur du soupçon depuis le début de l'enquête. Ils ont accepté de parler à un seul et unique journaliste, Valentin Doyen, qui a décidé d'en faire un livre, Émile, les zones grises de l'enquête. Il nous racontera cette dizaine d'heures qu'il a passées avec les grands-parents d'Émile et il répondra aussi à cette question: est-ce qu'aujourd'hui la piste familiale est en train de se refermer? Et puis Émile, son visage, son nom fait désormais partie de cette trop longue liste des enfants disparus. Ces enfants enlevés, parfois tués, parfois disparus à jamais. La journaliste Valérie Benaïm s'est plongée dans les mécanismes de ces affaires de disparition. Ces enfants disparus, et on se rend compte que dans toutes ces enquêtes, il y a des mécanismes communs, des familles à la fois victimes, mais à la fois soupçonnées, des familles harcelées par des corbeaux, des familles qui doivent aussi faire face aux médiums, aux voyants qui veulent les aider, mais parfois aussi les arnaquer. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire d'Émile. Nous allons vous raconter les coulisses de ce qu'a vécu la famille d'Émile et ce que vivent toutes ces familles d'enfants disparus. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Histoire criminelle, chapitre 25. Soyez les bienvenus. Tout de suite, on va rejoindre le grand témoin de la semaine. Et dans un instant, on va donc vous donner, dans l'affaire Émile, les toutes dernières informations sur l'enquête suite à cette vaste campagne de prélèvement ADN. Peut-elle déboucher sur une vérité? C'est toute la question. Mais avant d'en venir à l'enquête, j'ai le plaisir d'accueillir Valentin Doyen. Bonjour. Bonjour Philippe Gaudin. Vous êtes journaliste, vous allez nous accompagner tout au long de cette émission. Vous êtes le journaliste qui connaissait le mieux cette affaire. Vous avez travaillé dessus depuis le début et vous en avez fait un livre, Émile, les zones grises de l'enquête. Il va nous servir de guide tout au long de cette émission. Vous avez surtout été le seul journaliste à rencontrer les grands-parents d'Émile. Ces couples, Anne et Philippe Vedovini, qui sont au cœur du soupçon depuis le début. Oui. Je voudrais qu'on prenne un temps pour parler de cette rencontre. D'abord, pourquoi ont-ils accepté de vous rencontrer, vous, Valentin Doyen? Parce que je voulais absolument leur expliquer la démarche de mon livre. Ce livre m'a été proposé par mon éditeur et au moment de l'écrire, je me suis dit, il faut quand même que j'informe les premiers concernés. Colomban et Marie-Soleil, ses parents, à qui ce drame appartient, et les grands-parents Anne et Philippe Vedovini. Donc j'ai écrit 2 lettres, une pour chaque couple. Et j'ai décidé d'aller les porter en main propre, en expliquant à Anne Vedovini que j'allais déposer ce courrier dans sa boîte aux lettres, que si elle souhaitait me recevoir, j'étais disponible pour le faire. Elle connaissait mon implication, elle connaissait mes travaux. Je l'avais sollicité à plusieurs reprises, elle m'avait toujours dit non. J'étais passé par son avocate ou son avocat, Maître Pinelli et Maître Colombani. Et puis, à mon grand étonnement, elle a accepté de me rencontrer. Elle m'a fixé le rendez-vous, elle a dit on veut bien vous rencontrer avec mon époux Philippe. Et donc, je les ai vus à la Bouilladis, chez eux. Rencontre à la Bouilladis, vous racontez que vous êtes en voiture, que vous vous rendez à ce rendez-vous, qu'à un moment, vous allez couper l'autoradio et qu'il y a une pression qui monte. C'est quoi cette pression ? C'est étrange, puisque quand on vit cela, on se replonge dans le passé. Et je vais vous donner un exemple qui va vous frapper. Je suis dans une montagne russe, dans un parc d'attractions très connu en Europe. Et on monte, et je suis très content de le faire. Et puis d'un seul coup, on voit la descente. Et je voulais descendre du wagon. Et là, je voulais descendre de ma voiture. Parce que j'étais craintif, j'ai eu peur. J'ai vraiment pris un coup de pression. Parce que j'allais chez des gens qui étaient suspectés. J'allais chez des gens à qui on reprochait peut-être d'avoir tué leur petit-fils et d'avoir caché son corps. J'allais chez des gens sur qui j'ai écrit, sur qui j'ai enquêté. J'allais chez des gens que je ne connaissais pas ou que je ne connaissais qu'à travers des articles. Chez qui j'allais? Est-ce que j'allais chez un grand-père violent? Est-ce que j'allais dans une famille qu'on a présentée comme religieuse et même sectaire? J'avais peur. Je ne savais pas comment j'allais être reçu. Et vraiment, j'ai eu un coup de pression.
Alors c'est intéressant parce qu'on verra tout au long de cette émission cette part d'humanité aussi du journalisme qui vient se confronter avec la réalité des faits et à la manière dont on travaille. Mais d'abord cette rencontre donc avec les grands-parents. On a tous, on voit des images du grand-père d'Émile, une image qu'on s'est construite du grand-père d'Émile. Oui. D'un homme dur, d'un homme qui sourit aux obsèques, d'un homme dont on a retracé le passé, dont on a dit qu'il pouvait être brutal et violent. Vous, l'homme que vous allez rencontrer, à ce moment-là, est à l'opposé de ça. La première phrase d'ailleurs qu'il va vous lâcher, elle est assez simple. C'est trop dur, le jugement des autres, le regard suspicieux des patients, on rappelle qu'il est ostéopathe, en salle d'attente, je n'y arrive plus. Oui, c'est Anne Vedovini qui me reçoit au départ, et ce jour-là, ça coïncide avec le jour où ils ont reçu la plaque funéraire de leur petit-fils, d'Émile, qu'ils vont aller déposer le lendemain. Donc je la vois, je la découvre, cette plaque. Le lendemain, ils ont prévu d'y aller en famille, c'est-à-dire les grands-parents et les oncles et tantes, pour déposer cette plaque funéraire sur le tombeau d'Émile à la Bouilladis. Et là, au moment où je la découvre, c'est vrai que Philippe Vedovini arrive. Forcément, j'ai un moment de flottement, parce que je me dis, je suis face à lui, ça y est. Je suis face à celui qu'on a présenté comme un monstre, comme un suspect numéro 1. Je lui serre la main, il a la poignée de main franche, mais pas dominatrice, et il me rassure avec une poignée de main. C'est dingue, hein. Et il s'assoit, il se tient à la table, et je sens qu'il est pas bien. Je vois qu'il est pas bien, je vois qu'il souffre. Pas physiquement, mais psychologiquement. Il est blanc, il a les traits tirés, il revient du travail, et je pense qu'il souffre. Et il me dit, j'y arrive plus. Alors je lui dis, qu'est-ce que vous n'arrivez plus? Il me dit, mais le regard des autres. Et il parlait de sa patientèle, en réalité. Il m'a expliqué que, parce qu'il est ostéopathe à la Bouilladis, il a d'ailleurs une très grosse réputation avant cette affaire, il m'a expliqué qu'il avait perdu des patients, qui ne voulaient plus se montrer chez lui, qu'il en avait gagné des nouveaux, mais des curieux, qui venaient voir la bête, de près. Et puis, quelques jours auparavant, il y a eu un article dans un hebdomadaire bien connu, qui avait rappelé ses années à Riaumont. Et il souffrait. Et c'est vrai que là, c'est la première idée reçue qui est tombée. C'est qu'on m'avait toujours présenté un homme dominateur à une femme soumise, mais moi j'ai vu tout l'inverse. J'ai vu un homme qui s'affaissait, une femme qui se redressait. Parce que autant ce jour-là, Philippe Vedovini était faible, mais autant son épouse Anne était vraiment d'une incroyable force. C'est intéressant, il faut le préciser tout de suite, ce livre, c'est pas un livre pour innocenter les grands-parents, parce que quand on vous entend, certains pourraient peut-être se dire ça. C'est absolument pas ça. C'est un livre factuel, et où vous avez eu 10 heures d'échange avec eux, ce que personne d'autre n'a eu. Il y a, et vous en avez parlé avec eux, des phrases qu'ils ont tenues, qui ont semé le trouble. Et vous en parlez, notamment au moment des recherches. Philippe Vedovini, le grand-père, va avoir une phrase que beaucoup d'habitants qui participent aux recherches trouvent curieuse. Racontez-nous. Oui, beaucoup de personnes qui étaient présentes au moment de la disparition, donc le soir, le 8 juillet, les recherches, voient le comportement de Philippe qui aurait dit, parce que je n'étais pas sur place. C'était toujours important, vous le savez, dans notre métier, de prendre beaucoup de recul sur des déclarations et sur des on-dit. Et dans ce dossier, comme dans toutes les grandes affaires criminelles, il y a beaucoup de on-dit, de rumeurs, de ragots. Ce gamin, de toute façon, il en fait qu'à sa tête. Ça devait arriver, il en fait qu'à sa tête. C'est la phrase voilà du ce qu'aurait grand-père dit Philippe, que beaucoup d'habitants ont dit avoir entendu. Et donc aussitôt les habitants m'ont dit, mais tu te rends compte, comment on peut dire ça? Et avec du recul, et je le dis dans le livre, mais qu'est-ce qu'on en sait? Comment on réagit à ce moment-là? Comment était-il à ce moment-là? Peut-être qu'il était déjà dans une peine incroyable. C'est quelqu'un qui est nerveux, Philippe Vedovini. Il est parfois à fleur de peau. Peut-être que c'était sa manière à lui de pleurer. On n'en sait rien. On ne sait pas, et c'est ce que m'a dit Anne Vedovini à plusieurs reprises. Mon gendre n'aurait pas dû réagir comme ça. Marie, la maman, n'aurait pas dû réagir ainsi. Moi, j'étais assis sur les mains, j'aurais pas dû dire ça. Mais en réalité, on ne sait pas comment on réagirait dans une telle situation. Elle aussi, Anne Vedovini, a une phrase qui va surprendre. Au moment des recherches, il y a un hélicoptère qui va survoler la zone pour essayer d'identifier où pourrait se trouver le petit Émile. Elle voit l'hélicoptère. Les gens lui disent, tiens, c'est l'espoir que peut-être que par les airs, on va réussir à le voir. Elle aussi, elle a une phrase. Elle a une phrase, elle l'aurait dit, là encore je prends beaucoup de pincettes et beaucoup de recul. De toute façon, les hélicoptères peuvent ni rien changer parce que c'est le Seigneur qui décide. Alors depuis, parce que j'ai eu de nombreux échanges avec les grands-parents d'Émile, depuis elle m'a dit que cette phrase c'était pas tout à fait ça, qu'elle avait pas dit ça, mais que, importe, elle s'est pas vraiment arrêtée. Mais il y a rien de surprenant là-dedans. Vous savez, quand on est face à une situation aussi dramatique, aussi difficile, et qu'on a passé sa vie à être discret, qu'on voit un attroupement autour de chez soi, qu'il y a des gens qui cherchent à droite, à gauche, qu'il y a des gendarmes, qu'il y a des chiens, qu'il y a des hélicoptères,
eux, ils se raccrochent à quoi au début? À leur foi. Ils n'ont jamais caché qu'ils étaient catholiques, pratiquants convaincus, et que leur foi était essentielle pour qu'ils arrivent à tenir. D'ailleurs, s'ils arrivent à tenir aujourd'hui, avec le tsunami qu'ils traversent, la famille dans son ensemble, c'est parce qu'ils s'aiment et parce que ils ont la foi. Ils ont le Seigneur. Donc, cette phrase, c'est sûr que quand on a un regard externe, on se dit, mais c'est pas possible comment elle a pu réagir comme ça. Mais quand on les connaît un peu, qu'on a un peu pénétré leur intimité, on comprend. Ils se sont rattachés à la foi, comme d'autres pourraient peut-être sombrer dans l'alcool, dans la dépression, ou pourraient s'exprimer sur tous les plateaux pour retrouver leur petit-fils ou leur enfant. Vous avez passé près de 10 heures avec eux. Vous ressortez de là comment? Je pense à Jean Gabin. Vous savez, on sait qu'on ne sait jamais. Maintenant, je sais qu'on ne sait jamais. Les mots de Jean-Loup Dabadi et Jean Gabin qui a eu ces mots incroyables, et ben je pense à ça étonnamment. Parce que je me dis, mais j'aimerais pas être à la place des enquêteurs ou des magistrats. Parce que oui, et c'est ce que je révèle dans le livre, il y a des zones grises du côté de la famille, mais il y en a aussi ailleurs. Et j'étais complètement perdu. Je ne savais pas quoi penser. Et encore aujourd'hui, cette affaire qui paraît si simple sur le papier, elle est extrêmement compliquée. Et je n'arrive pas à avoir une intime conviction. En tout cas, j'ai été bouleversé par cette rencontre. Parce qu'il ne faut pas oublier que Anne et Philippe Vedovini, comme Colomban et Marie Soleil, sont des parties civiles qui ont été suspectées. Mais ce sont aussi des victimes. Donc je suis allé, c'est ça qui est terrible et qui est un peu ambivalent, je suis allé chez des victimes que les enquêteurs suspectent ou ont suspecté. Donc on ne sort pas de là indemne, c'est évident. Et vous êtes le seul à les avoir rencontrés aussi longtemps. Évidemment, c'est extrêmement précieux d'avoir votre regard. On va maintenant essayer de se plonger au cœur de l'enquête parce qu'ils sont évidemment au cœur de l'enquête, soupçonnés depuis le départ. Mais il y a d'autres pistes. Il y a notamment cette campagne de test ADN qui vient de s'achever. On va en parler puisqu'on va se plonger au cœur de l'enquête. Cœur de l'enquête, Émile, avec cette vaste campagne de prélèvement ADN. 106 personnes qui ont été prélevées, des gens qui étaient au Haut-Vernay ou aux alentours le jour du drame. Est-ce que cela peut suffire à apporter une réponse? Est-ce que ces ADN peuvent désigner un coupable? On va reprendre cette enquête avec des témoignages inédits grâce au concours de 7 à 8. Christophe Dubois, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous êtes réalisateur pour 7 à 8 et vous venez de réaliser un long reportage sur cette affaire avec des témoignages exclusifs. On va les entendre, on va les écouter. C'est des paroles rares qu'on n'avait jamais entendues, qui éclairent aussi d'un jour nouveau cette enquête. Et puis Valentin, évidemment, vous êtes resté avec nous parce que vous connaissez cette enquête parfaitement. Cette campagne de test ADN, d'abord, tous les habitants ont dû s'y soumettre, plus ou moins de gré, plus ou moins volontairement, plus ou moins de façon agréable. Premier extrait. Dans une enquête, il y a des choses que peut-être on n'ose pas dire que ça nous embête. Même si ça nous embête, on les fait parce qu'on y est obligé. Et le prélèvement ADN, on nous l'impose. On ne le fait pas. Vous l'avez fait, vous-même? Donc, on y va et puis on se plie. Si ça peut faire avancer les choses et retrouver le suspect, il faut le faire. Donc, oui, je l'ai fait. Christophe, c'est intéressant cette interview parce que ça nous dit un peu l'état d'esprit aussi de certains habitants du Haut-Vernay. Oui, alors il faut rappeler où on se situe. Le Vernay, c'est le Bas-Vernay, le Haut-Vernay, mais ça reste une toute petite commune. Et donc, évidemment, cette affaire est un traumatisme pour les habitants. Et d'une certaine manière, cette campagne de prélèvement d'ADN peut être une forme de soulagement. Ça va permettre de lever le doute sur tout un certain nombre de personnes qui se sentent soupçonnées ou qui peuvent en soupçonner d'autres. Donc c'est effectivement, après, chacun a son caractère et chaque famille, chaque individualité réagit de sa manière. Alors c'est vrai que cette campagne, elle peut être assez longue. Elle a démarré depuis quelques semaines. Il y a effectivement une centaine de prélèvements qui ont été effectués. Donc il faut non seulement faire les prélèvements, extraire l'ADN et ensuite faire des comparaisons. Et tout ça peut prendre quand même pas mal de temps. C'est un point intéressant d'ailleurs parce qu'on pourrait imaginer, si on regarde ça d'un œil extérieur sans connaître un peu la machine, de se dire on a prélevé ces ADN, on les rentre dans la machine, on compare avec ceux des vêtements et ça va très vite. En fait, on nous dit au mieux à l'été. Pourquoi c'est si long? Mais parce que ça peut aller vite quand les ADN sont propres, sont sains. Or, ça semble ne pas être le cas
sur les analyses qui ont été pratiquées sur les restes de cet enfant, à savoir la moitié d'un crâne, un fragment de tibia et quelques vêtements qui sont encore incomplets. Donc si sur ce vêtement, notamment sur ce t-shirt, les ADN sont mélangés, ce qui semble être le cas, et qu'il y a de la contamination, il faut faire une sorte de reconstitution, et là c'est plus la même chose. Ça peut mettre du temps, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc l'été, c'est presque un timing très positif, en tout cas, si tout se passe bien, quoi. Je pense qu'il y a un calendrier qui est fixé, mais après il y a une réalité. La section de recherche de Marseille n'a pas des moyens absolument considérables. Il y a d'autres enquêtes. Quel laboratoire est saisi ? Moi, jusqu'au début de semaine, je ne savais pas encore quel laboratoire était saisi. Je n'ai pas encore la précision. Combien il y en a précisément ? Est-ce que c'est bien 106 ? Est-ce que c'est un petit peu plus ? Comment ont été stockés ces ADN ? Voilà. Non, l'été, si tout va bien, mais ça peut mettre un petit peu plus de temps. Et ensuite, une fois faut s'imaginer qu'une fois que les résultats sont réceptionnés, la section de recherche avec les magistrats vont se mettre autour d'une table et vont dire voilà nos axes d'enquête. Ouais. Voilà. Ça ne désigne pas directement un coupable. Ah ben non, évidemment, ça oriente une enquête, mais ça ne désigne pas un coupable. Bien sûr. Il faut savoir que dans le temps d'une garde à vue, si elle est urgente, ça peut être fait en quelques heures. Donc là, effectivement, il faut avoir en tête que c'est particulièrement complexe parce qu'il s'agit d'ADN mélangé, voire dégradé, on peut le comprendre, puisque ce sont des morceaux de squelette et des vêtements qui ont été soumis à des intempéries, donc qui ne sont pas des éléments facilement exploitables. Je voudrais qu'on essaie de comprendre le sens de cette campagne. Elle avait été demandée d'ailleurs par les grands-parents d'Émile. On se souvient que c'est eux qui notamment avaient insisté pour qu'il y ait cette campagne de prélèvement. Si on a accédé à cette demande, si on mène cette campagne de prélèvement, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, l'hypothèse familiale, ciblant particulièrement les grands-parents d'Émile, n'est plus l'hypothèse privilégiée, voire est en train de se refermer ? Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que la section de recherche de Marseille et les enquêteurs plus les magistrats avaient, quoi qu'il arrive, prévu de mener ces investigations et ces prélèvements ADN. Moi, j'ai eu quelques sources qui me l'ont confirmé. Ça a mis plusieurs semaines, voire plusieurs mois à se mettre en place. Et il est évident que lorsque Maître Colombani, qui défend les intérêts de Philippe Vedovini, et Maître Pinelli, qui défend la grand-mère Anne, ont, eux, déposé des demandes d'actes judiciaires nouveaux, ça a sans doute accéléré les choses. Est-ce que ça ferme pour autant la piste familiale ? Jean-Luc Blachon, le procureur de la République, en début de semaine, m'a dit que toutes les hypothèses étaient encore imaginées. Pour autant, moi, je peux vous dire que en décembre dernier, il y a eu un moment important. On a beaucoup parlé de la saisie de plusieurs vélos au Haut-Vernay et de divers objets au Haut-Vernay, à la Bouilladise, dans les résidences du couple Vedovini. Ont été saisis des vélos, mais également des objets, et en l'occurrence, parmi ces objets, il y avait les fameux outils. Souvenez-vous, on avait parlé d'un Philippe Vedovini et de ses enfants qui rénovaient une cabane et qui allaient construire un paddock pour que les chevaux puissent pâturer en paix. Il y avait des outils qui avaient été un temps imaginés comme une arme pouvant donner la mort à Émile. Ces outils ont été saisis. Ça, personne ne le savait. Mais moi, j'ai pu le savoir cette semaine, les outils ont été saisis en décembre dernier. Et ces derniers jours, tout a été rendu. Ça veut donc dire que tout ce qui a été saisi chez les Vedovini n'a pas été mis sous scellé. Tout a été rendu, donc ces objets, les vélos comme les outils, ne serviront pas demain s'il venait à y avoir un procès aux assises. Et j'ajoute une autre information qui est capitale et qui va peut-être répondre à une partie de votre question. Le jour de ces saisies en décembre, Anne Vedovini a eu une discussion avec la juge d'instruction qui s'était déplacée au Haut-Vernay pour cette perquisition. Et c'était la première fois que ces deux femmes échangeaient dans un cadre qui n'était pas, on va dire, protocolaire. Une discussion de plus d'1 heure. Et j'ai pu en parler en début de semaine avec la grand-mère d'Émile. Cette discussion, elle l'a complètement bouleversée, Anne Vedovini. Parce que, pour la première fois, et ce sont ses mots, elle m'a dit, Valentin, pour la première fois, je ne me sentais pas coupable, je me sentais victime. On ne me présentait pas comme une suspecte, mais comme une grand-mère qui a perdu son petit-fils. Et elle a posé la question à la juge d'instruction. Elle lui a dit, Madame le juge, maintenant dites-moi, avec ce que vous connaissez du dossier, est-ce que vous pensez retrouver le coupable, la personne qui a donné la mort
à mon petit-fils. La juge a commencé à tergiverser et Anne Vedoviny l'a relancé. Madame le juge, parlez-moi clairement, distinctement. Dites-moi si vous allez y arriver. La juge lui a répondu « Oui, madame, je pense que nous allons trouver le coupable. » Et pour Anne et Philippe Vedoviny, autant que pour leur avocat, ça ressemblait quand même aux derniers actes d'investigation qui sont menés dans la sphère familiale. Est-ce que la piste est pour autant refermée ? Moi, je ne peux pas dire oui ou non, il n'y a que Jean-Luc Blachon qui peut le dire. Mais on est en droit quand même de se questionner. On est plus d'1 an après les gardes à vue, on est bientôt près de 3 ans après le début de cette affaire mystérieuse. Il va bien falloir qu'Anne et Philippe Vedoviny ainsi que leurs enfants sachent s'ils sont encore suspectés ou si ce sont des parties civiles considérées comme des victimes. Ce qui est intéressant, et c'est capital, ces informations que vous nous donnez, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose de concret dans cette enquête. La seule chose concrète, et vous en parlez longuement dans votre reportage, ce sont les fameux biotopes. On regarde un extrait et vous nous expliquez ces biotopes, parce que là aussi vous faites des révélations sur ces biotopes. Les biotopes sont les lieux par lesquels sont passés les ossements et les vêtements retrouvés par la randonneuse. Une sorte d'empreinte environnementale. Nous, on a compris très vite que ces vêtements n'avaient pas été exposés pendant 8 ou 9 mois aux intempéries. Mais effectivement, l'analyse, l'expertise des biotopes nous permet de démontrer qu'il y en a eu plusieurs. Il y a le lieu où Émile a pu être tué, il y a le lieu où on a découvert effectivement le crâne et les vêtements, et il y a le lieu où cela a pu être entreposé et où peut-être se trouvent encore certaines choses, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'a pas tous les vêtements d'Émile, mais surtout, on n'a que la moitié d'un crâne. Et tout le squelette, on ne l'a jamais retrouvé. C'est un moment très important de votre reportage. Les biotopes, vous donnez des indications qu'on n'avait pas jusque-là sur l'endroit où le corps d'Émile aurait pu être entreposé. Alors, les biotopes permettent aujourd'hui d'être à peu près sûr qu'il y a eu plusieurs phases dans le déplacement du corps d'Émile. Il y en a même eu 3, c'est ce qui vient d'être dit. Vraisemblablement l'endroit où l'enfant est décédé, peut-être un deuxième endroit où le corps a été entreposé, un troisième qui est l'endroit où on l'a retrouvé. Il faut savoir que c'est une scène de crime très particulière, le Haut-Vernay. On est au milieu de la montagne, et donc c'est vrai que toutes les expertises sont utilisées. Vous avez parlé tout à l'heure de l'ADN, mais effectivement, des expertises qui sont un petit peu moins connues, qui sont des expertises liées à l'exploitation de la faune et de la flore. Et c'est-à-dire que ces indices, ça laisse une empreinte, environnementale. Et c'est vrai que parmi les résultats, ils sont nombreux. Et d'ailleurs, c'est un dossier où il y a des centaines, ou en tout cas plusieurs dizaines d'expertises, et que c'est à un moment donné presque dangereux, parce qu'il y en a tellement, c'est qu'il faut non seulement les faire, mais il faut surtout les interpréter. Mais certains de ces résultats tentent à confirmer que le corps a peut-être été pendant un temps stocké dans un environnement agricole. Donc, on trouve des traces précisément de puces de volaille. Alors, de puces de volaille, il y a des traces qui pourraient être des puces de volaille, des traces qui pourraient être des excréments de chauve-souris, et des traces qui pourraient peut-être provenir d'une ficelle que les agriculteurs et les gens qui vivent à la campagne connaissent bien. C'est une ficelle bleue, mais on en trouve partout quand on se balade un petit peu dans le secteur. Donc c'est à la fois un indice, mais ça reste un indice très vague, mais qui quand même fait l'objet d'une exploitation et qui permet vraisemblablement de donner une autre orientation à l'enquête. Et pour répondre à votre question tout à l'heure, je pense qu'on est dans une nouvelle phase. C'est-à-dire que la piste familiale, elle a été exploitée au maximum de ce qu'elle a pu être, et il y a eu, on en parlera peut-être tout à l'heure, les gardes à vue qui ont été vraiment l'acte fondamental de cette piste. Et il est clair qu'on est rentré aujourd'hui dans une phase où on ouvre, et cette campagne d'ADN l'atteste, on ouvre à d'autres pistes. Quid de l'avenir, ça va se jouer dans les semaines et les mois qui viennent. Ces gardes à vue, d'ailleurs, on peut en dire un mot, hein. Vous les racontez précisément, puisque vous en avez parlé en rencontrant les grands-parents d'Émile. Ils vous disent à quel point ça a été dur, à quel point on leur a mis la pression. On va dire que là, quand on est suspect, c'est aussi le travail des enquêteurs. Oui. Jusqu'à un peu d'humiliation quand on demande à Anne Vedoviny de nettoyer ses toilettes. Alors c'est la procédure. Alors c'est la procédure. Moi, je me suis renseigné. Il est de coutume de demander aux personnes qui ont été gardées à vue de nettoyer leurs toilettes. Là, il s'avère que Anne m'a dit qu'elle n'aurait pas nettoyé que les siennes. Moi, je n'y étais pas. Après, elle s'est pas arrêtée. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en sortant
du livre, et moi en sortant des échanges que j'ai eu avec les grands-parents, c'est que la section de recherche de Marseille, et c'est fort logique, elle était dans son rôle, elle souhaitait arracher des aveux. Il y a eu, je crois, si ma mémoire est bonne, entre 200 et 400 questions qui ont été posées. Et ce qui est important, c'est que, à souligner, ça je vous le révèle aussi, il n'y a jamais eu de confrontation. C'est-à-dire sur les 4 personnes mises en garde à vue, Anne, Philippe Vedovini et 2 de leurs enfants, eh bien, il n'y a jamais eu une fausse note. C'est-à-dire qu'à la sortie de ces gardes à vue, il n'y a pas eu un moment où on a confronté peut-être le père au fils, peut-être la mère au fils. Il n'y a jamais eu ça. Parce que même les enfants mineurs ont été entendus. Oui, bien sûr. C'est quand même assez rare dans ce type d'enquête. Des enfants qui avaient entre 9 et 14 ans de mémoire. Mais qui ont été entendus à Aix-en-Provence par des gendarmes. On a resserré l'enquête sur eux et autour du Haut-Vernay parce que tout s'est joué dans un laps de temps extrêmement court, dans un lieu qu'on imagine bien quand même extrêmement serré. D'ailleurs, vous le rappelez dans votre documentaire, avec les témoins qui ont vu Émile, les derniers témoins qui ont vu Émile. Nouvel extrait. 17h15. Depuis cette maison, située à quelques mètres en contrebas, un premier voisin sur son balcon assure voir l'enfant passer, seul. Il se dirigerait vers le bas du village, par la rue principale. Un deuxième voisin, assis sur sa terrasse, déclara à son tour voir Émile descendre. 5 à 7 minutes plus tard, ce même villageois aperçoit Philippe Vedovini qui l'interpelle. « Tu n'as pas vu Émile ?» Il lui répond « J'ai vu le petit. Il est passé là il y a quelques minutes. » Le grand-père poursuit sa route, suivi d'un oncle et d'une tante d'Émile. Selon ses déclarations, Philippe Vedovini se rend alors devant l'église et dans le cimetière, mais ne voit pas l'enfant. Quelques minutes plus tard, le voisin de la terrasse assure voir le grand-père remonter, seul, qui lui dit « On ne trouve pas Émile ». Ce moment-là, il est crucial, parce que c'est là que tout s'est joué. Et on le voit, et c'était important de le voir de cette manière. Ça se joue dans un micro-périmètre et dans un temps extrêmement court, donc ce qui renforce évidemment les interrogations. Ce qui est certain, et c'est pour ça que c'est important on a eu la chance l'un et l'autre de se rendre sur place, c'est de voir la configuration des lieux entre l'endroit supposé de la disparition, et les témoins sont assez concordants, ils ont varié sur les minutes, on sait que les témoignages sont fragiles, même recueillis très peu de temps après, mais enfin, on est sur un laps de temps qui est à peu près cohérent. L'alerte est donnée juste après 18h par la grand-mère d'Émile auprès de la gendarmerie, et c'est intéressant de voir le lieu dont on parle là et celui où le corps a été retrouvé 9 mois plus tard, et là on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas pu aller tout seul à cet endroit. Voilà, j'ai refait comme d'autres le chemin, et c'est extrêmement convaincant et parlant. Et on a des témoins qui sont dans le reportage qui en attestent, et qui eux avaient l'habitude d'emprunter ce chemin, et qui d'ailleurs l'ont emprunté dans le laps de temps entre la disparition d'Émile et le moment où on l'a retrouvé, qui n'ont jamais rien décelé. Des chasseurs sont passés par là, ils n'ont jamais non plus été alertés de quoi que ce soit. Donc ça rajoute du mystère au mystère. C'est incroyable parce que, et c'est le cœur de cette affaire, c'est-à-dire qu'à la fois il y a ces témoins, Pascal et Tom, qui vont voir donc Émile, qui voient le grand-père, mais c'est comme s'il s'était volatilisé, parce que on le voit remonter quand même, le grand-père, et il n'y a pas Émile avec lui. C'est comme s'il s'était volatilisé. On parle d'une quinzaine de minutes, entre 10 et 15 minutes. Donc en un quart d'heure de temps, et c'est ça qui rend cette affaire extrêmement difficile. Ce sont ces 2 témoignages de départ, puisque les 2 témoins disent voir un enfant vivant, bien portant, qui s'égare seul. Donc toutes les premières recherches sont menées dans ce cadre-là. On recherche un enfant vivant qui s'égare seul. Et Philippe Vedovini, moi, il me l'a dit. Il m'a dit, mais quand je descends au fameux triangle où il y a le lavoir, où il y a le clapier avec les lapins, je me dis, il n'a pas pu aller aussi loin, il n'a pas pu aller jusqu'à l'église. Donc c'est pour ça qu'il remonte assez rapidement. 7-9 minutes plus tard, ça coïncide, tout match. Et il se dit, mais il ne peut pas aller aussi loin, alors je vais aller voir en haut. Et il fait un tour du pâté de maison. Et effectivement, le point d'interrogation, c'est en un laps de temps aussi court, est-ce que c'est possible ? Et c'est pour ça que les enquêteurs se servent évidemment des témoignages, mais il n'y a pas à exclure aussi des biais cognitifs, c'est-à-dire...
Est-ce que Tom et Pascal, vous les avez cités, sont certains de l'horaire? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas 10 à 15 minutes en plus ou en moins? Ça change absolument tout. Et on sait à quel point les témoignages, il faut toujours les prendre avec beaucoup de précision, parce que Évidemment. sans mauvaises intentions, on peut des fois relire les choses à l'aune de ce qu'on a entendu ou de ce qu'on L'un des croit. témoins s'était basé sur une étape du Tour de France qui se terminait, et après vérification, il s'est avéré qu'il s'était trompé en réalité. Donc même encore une fois, peu de temps après les faits. Et c'est pas qu'il veut mentir, Mais bien sûr. mais c'est effectivement Et parce qu'il la ne nature humaine qui est faite de. Il ne s'attend pas à ça, en plus. Et Bien sûr, la ils ont été surprise et le choc auditionnés. pour tout le monde. D'ailleurs, les témoins ont été auditionnés plusieurs fois, et il y a même des incohérences dans leurs propres auditions. À un moment, l'un des témoins voit l'un des fils, Maximin, descendre avec son père. Mais dans les autres auditions, il ne se souvient plus de ce moment. Alors, quelle audition on garde? Celle où il voit le fils, ou les autres où il ne le voit pas? Vous voyez? Extrêmement difficile. Très Il difficile. y a un témoignage exclusif aussi que vous avez recueilli, c'est celui de deux sœurs qui vivent au Vernay, qui connaissent très bien la famille Vedovini, qui connaissent très bien l'ensemble de cette famille depuis tout temps, et qui ont des propos, elles vous rapportent des propos de Anne Vedovini extrêmement forts. On l'écoute et vous nous le commentez. Anne m'a dit « Je suis en capacité de tout entendre, de tout pardonner. À partir du moment où la personne me dira « Voilà, j'ai fait ça, je pardonne. » Et ça les aide plus que tout. C'est-à-dire que quand vous avez la capacité de pardonner, vous avez la capacité de supporter. Cette phrase, elle est extrêmement forte. Oui, alors c'est vrai que ces deux sœurs font pas partie de la famille, mais elles le sont quasiment. Aujourd'hui, en tout cas, c'est le côté atypique de ces drames, c'est que ça rapproche des gens qui ne l'auraient peut-être pas été dans d'autres circonstances. Là, c'est le cas. Elles ont été, j'allais dire, aux premières loges, y compris presque de l'enquête, puisque c'est elles qui vont à un moment donné s'occuper des enfants pendant le temps de la garde à vue. Et donc, ce qu'elle raconte là fait écho à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire la foi profonde de cette famille, et qui a des paroles fortes, c'est celle que l'on vient d'entendre, et qui, à l'occasion de Pâques, a fait dire quelques messes, donc dont l'une pour les enquêteurs, l'une pour les avocats, évidemment pour Émile, mais ça c'est dans leur esprit en permanence, mais aussi pour l'auteur des faits. Donc ça montre à quel point ils sont déjà dans autre chose d'un point de vue spirituel. Il ne reste pas moins en attente évidemment d'une vérité judiciaire. Cette phrase, elle est très forte. Merci beaucoup, Christophe Dubois. Je renvoie vers le replay pour retourner voir votre long reportage 7 à 8 sur cette enquête sur l'affaire Émile. Absolument passionnant avec ces témoignages exclusifs. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. On continue à parler de l'affaire Émile. Valentin, vous restez avec nous. Il y a une piste qu'on n'a pas encore évoquée, c'est la piste d'un prédateur extérieur. C'est une piste qui a été prise très au sérieux au début et pour cause. 3 enfants sont morts dans des situations assez similaires, dans une zone assez resserrée. C'est ce qu'on va voir dans le viseur de Guillaume Fard. Bonjour Guillaume, merci de nous rejoindre pour le viseur, comme chaque semaine dans Histoire criminelle. Je le disais, c'est assez frappant. L'hypothèse d'un prédateur extérieur, elle est apparue dès le début dans ce dossier et pour cause. 3 enfants ont été victimes d'un enlèvement dans une zone très resserrée. Le petit Yanis Moré, on est en 89, ça se passe à 60 km du Haut-Vernay, côté de Ganagobi. Émile évidemment au Haut-Vernay et à Péroul, le petit Mathieu Aubert. On est en 1983, on est là à 100 km du Haut-Vernay. On va reprendre ces affaires avec vous. D'abord, Ganagobi 89, Yanis Moré, c'est peut-être l'affaire qui a le plus de similitudes avec l'affaire Émile. Oui, effectivement, Philippe, 2 mai 1989, il y a donc 37 ans. Et vous le disiez, le plus de similitudes, il y a une dame qui sait dire ça, c'est la mère du petit Yanis. Elle a plus de 70 ans, cette dame, rendez-vous compte, et elle a déclaré à la presse, c'est la même affaire. Donc c'est que cette affaire, l'affaire de son fils, a eu un écho considérable chez elle. Pour quelle raison? D'abord parce que ça se passe à une 60aine de kilomètres, vous l'avez dit, parce que on est un peu dans la même configuration, petit village, le petit Yanis, il a 3 ans, au moment des faits, ça vous rappelle quelqu'un, le petit Émile, et on n'a jamais retrouvé son corps. La seule chose qu'on a trouvé, ce sont des vêtements qui ont réapparu 16 mois après les faits. C'est extrêmement similaire. Il y a un peu d'ADN sur ces vêtements, mais on n'a jamais vraiment réussi à l'exploiter. Pas de suspect,
pas de coupable, pas de scène de crime, pas vraiment d'aveu, un grand mystère. Et l'espoir de cette dame, c'est évidemment qu'on retrouve son fils, même plus près de 40 ans, je disais 37 ans après les faits. Une similitude extrêmement forte entre l'affaire du petit Émile et cette affaire Yanis Morez. On est à 60 km à Ganagobi, 100 km, on est à Péroul, et là c'est l'affaire Mathieu Aubert qui là aussi réinterroge sur l'affaire Émile. Oui, là c'est un petit peu plus ancien, 25 juin 1983, il y a donc près de 43 ans. Le petit Mathieu est un petit peu plus âgé, hein, il a 10 ans quand même. Hein. Donc lui, il n'est pas tout à fait dans la même configuration, mais il disparaît. On ne le retrouve pas. Toutes les hypothèses ont été envisagées. Il était parti assister à une transhumance, il y en a beaucoup dans ce département des Alpes de Haute-Provence. On a pensé que d'abord il avait fugué, ensuite qu'il avait fait une mauvaise rencontre, qu'il y avait la piste d'un animal sauvage, évidemment. Toutes les pistes qui ont été envisagées dans l'affaire Émile, y compris même la piste de dérive sectaire dans son cas à lui, est-ce qu'il n'aurait pas été enlevé par des membres d'une secte? Rien de tout ça. Un homme a quand même été mis en cause avant d'être mis hors de cause. Et donc on est plus de 40 ans après les faits, sans scène de crime, coupable, suspect, aveu. On en est au point mort dans ces deux affaires, effectivement dans le même périmètre, avec évidemment 40 années d'écart. Il y a 3 petits garçons, dont 2 âgés de 3 ans, qui ont disparu et qu'on n'a jamais retrouvés. Est-ce qu'aujourd'hui l'hypothèse d'un prédateur qui sévirait dans la zone, elle est toujours à l'étude, elle est toujours crédible dans l'affaire Émile? Ça reste une hypothèse, peut-être pas la plus privilégiée, mais personne ne l'a formellement refermée, cette hypothèse. Et pour cause, il y a notamment des similitudes très fortes, on vient de les rappeler, entre l'affaire du petit Yanis et l'affaire du petit Émile. Donc on peut pas faire de lien formel, mais il y a quand même des similitudes qui interrogent. Et dans le cadre des investigations, les enquêteurs doivent aussi comparer ces affaires, regarder les trajectoires de certaines personnes qui ont été suspectées à l'époque. Où sont-elles aujourd'hui? Sont-elles ne serait-ce qu'encore en vie, près de 40 ans après ces faits-là? Est-ce qu'elles ont été dans le même périmètre? Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce qu'on peut faire des rapprochements? Tout ça, c'est le travail des enquêteurs, mais toujours est-il que c'est pas un mystère dans le département des Alpes de Haute-Provence, c'est un triple mystère. Merci beaucoup, Guillaume. Passionnant de se plonger et d'élargir aussi sur cette hypothèse-là. Émile qui a désormais rejoint malheureusement la longue liste de ses enfants disparus, des enfants enlevés, tués, parfois disparus à jamais. Et en fait, dans toutes ces affaires, il y a des mécanismes récurrents, des familles à la fois victimes évidemment, mais aussi soupçonnées, des corbeaux qui apparaissent, des menaces. On va voir tout ça avec nos grands témoins. Nos grands témoins, Valentin Doyen qui est resté avec nous pour son livre Émile, les zones grises de l'enquête chez Fayard, et Valérie Benaïm qui nous a rejoint. Bonjour Valérie, merci beaucoup d'être avec nous. Je prends votre livre, absolument passionnant. Ils ont disparu, c'est chez Fayard également. C'est une enquête c'est vraiment une enquête, c'est pas un récit d'affaires, c'est une enquête sur ce phénomène des disparitions et sur le drame que vivent ces familles, sur l'espoir aujourd'hui que la science peut apporter, sur les mécanismes récurrents qui surgissent dans ces affaires et qui sont toutes présentes dans l'affaire Émile. Et c'est pour ça que je voulais que vous soyez ensemble. D'abord, votre livre, il est très humain. Comme celui de Valentin, vous y avez mis du vôtre. Pourquoi ces histoires de disparition d'enfants vous ont touché et nous touchent tous ? Alors, je pense que ces histoires nous touchent parce qu'elles sont un petit peu des contes modernes. Vous savez, la vertu du conte, c'est justement de parler de la société, de la mettre à distance et de faire peur aux enfants. Les faits divers aujourd'hui, ils nous mettent à distance et en même temps, ils parlent de nous. Et évidemment, lorsqu'on parle d'enfants, nous tous, nous sommes ou bien des parents, ou bien des oncles, des tantes, même des parrains, même si on n'a pas d'enfants soi-même. Mais en tout cas, ils nous entourent, les enfants. C'est notre avenir, c'est notre bien commun, notre trésor commun. Et donc, évidemment, il y a un effet miroir évident et immédiat. Vous avez été le premier confronté à ça, vous le racontez dans le livre, vous avez un petit garçon, et vous, l'affaire Émile, elle est venue se percuter à votre vie. C'est tout à fait logique, puisque Valérie l'a dit, on est, oui, journaliste ou animateur, mais on reste des citoyens, des pères de famille, des frères, pour certains des grands-parents. Et je pense que pour Émile ou pour d'autres affaires, on s'identifie et on se pose la question. Et si c'était moi ? Et si c'était lui, en parlant de mon fils ? Donc ça devient hors norme aussi dans votre propre vie. Évidemment que ce drame, il n'y a que 2 personnes qui le vivent finalement de près. Son Colomban et Marie-Soleil. L'immense chagrin, c'est eux. Mais on ne peut pas empêcher des millions de Français, c'était le cas avec Émile, d'être émus, d'être véritablement touchés par cette situation. Et puis l'image
image d'Émile avec son pissenlit, tout le monde s'en souvient. Donc ça veut bien dire que tout de suite, il y a une connexion. Voilà. D'ailleurs, c'est très intéressant ce que dit Valentin sur l'image d'Émile, cette photo de ce petit garçon magnifique, blond, sa petite pâquerette à l'oreille. Et quand moi, je suis allée regarder toutes les affaires de disparition d'enfants, j'ai été frappée à quel point je les connaissais en fait. Toutes ces images, nous les avions déjà tous en tête. Elles font partie de nos vies, de notre culture française. On connaît, on a la photo dans la tête de Marion Wagon, on a la photo dans notre tête d'Estelle Mouzin, on a etc., etc. Et en fait, elles nous accompagne. Et ces photos-là nous percutent parce que ce pourrait être l'album de famille qu'on a, nous, à la maison. Ils sont dans la mémoire collective, tout à fait. Ces petits-enfants. Vous parliez de contes, il y a aussi une forme de tragédie dans ces histoires pour les familles. On l'a évoqué à un instant en parlant des grands-parents, c'est-à-dire ces familles victimes, et puis ces familles qui sont entre deux eaux parce qu'elles sont toujours soupçonnées. Vous avez rencontré plusieurs familles, elles vivent le même drame. C'est-à-dire qu'à un moment, elles passent toujours du statut de victime à soupçonner. Oui, et alors il ne faut pas jeter l'opprobre sur les services de police parce que bien évidemment, et c'est ce qui m'explique, dans 99% des cas, c'est l'intrafamilial qui est la résolution de l'affaire. Donc, quand on est inspecteur de police, quand on est gendarme, la première piste qu'il faut d'abord évacuer, c'est la piste familiale. Et évidemment, lorsque vous êtes totalement innocent, c'est vécu comme une intrusion absolument délétère, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux parce qu'on se dit, mais ils perdent du temps. Et en fait, c'est ça qu'ils disent les parents. Avant que ce soit même une violence personnelle, c'est ils perdent du temps. Et ils sont en train de perdre du temps à m'interroger, à aller voir l'entourage, etc. Alors que je sais que ce n'est pas moi. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, il y a l'intrusion, j'allais dire presque prosaïque. On va rentrer dans votre vie. On va rentrer dans votre maison. On va ouvrir vos tiroirs, aller dans la chambre de l'enfant, regarder vos téléphones, etc. Et ça, c'est vécu de façon très douloureuse. J'ai un papa dans le livre, Raymond, qui est le papa d'une jeune fille de 14 ans qui a disparu, une fugue, mais qui n'a jamais réapparu. On était en 1995 et on est aujourd'hui en 2026 et qui est encore amer de ce passage-là. C'est pour dire à quel point ça imprime, ça impacte. Et puis le soupçon, c'est aussi le poison. Dans l'affaire Émile, on voit bien à quel point ce soupçon, il a même alimenté des difficultés entre les parents d'Émile et les grands-parents. Tout à fait logique. Quelle famille pourrait résister à un tel traumatisme ? D'autant que là, Émile est sous la responsabilité de ses grands-parents. Grands-parents qui ont été suspectés, comme un oncle et une tante. À côté de ça, d'autres parties civiles, les premiers concernés, Marie et Colomban-Soleil, n'ont jamais été suspectés pour la simple et bonne raison qu'ils n'étaient pas là. Vous imaginez ce que ça peut représenter ? Le tsunami dans une famille qui a toujours été unie et soudée. Pour autant, là encore, on retombe dans cette affaire qui est absolument hors norme sur la foi. Aujourd'hui, Marie et Colomban-Soleil ont d'autres enfants, une petite fille, un petit garçon, frères et sœurs d'Émile, et ils n'ont pas de problème à laisser ces enfants à Anne et Philippe Vedovini. Vous voyez la confiance. Et c'est aussi une grande marque de respect, de confiance au sein de la famille. C'est-à-dire que les liens, s'ils ont pu être distendus, se sont raccommodés, puisque le pardon raccommode, et la foi les aide à traverser ça. Il y a aussi un phénomène qui intervient dans toutes ces affaires que vous décrivez très bien, et vous allez nous le raconter aussi dans l'affaire Émile, c'est l'intervention des médiums, des radiesthésistes, des voyants. Vous consacrez plusieurs chapitres à cette question-là. Oui. Parce que, et vous l'expliquez très bien, on ne peut pas les mettre de côté. On ne peut pas les balayer d'un main en disant c'est des charlatans et on n'y prête aucune attention. Oui, il y a plusieurs portes d'entrée à cette thématique du radiesthésiste, du médium et autres personnes qui disent pouvoir résoudre des affaires de façon, j'allais dire, hors norme. D'abord, il y a la piste personnelle, familiale, qui est que moi-même, je me suis posé la question. Est-ce que au moment où mon enfant disparaît et que personne n'est capable de m'apporter des solutions, je n'irai pas me tourner vers ce qui me paraît même le plus irrationnel, même moi, la cartésienne. Donc, on ne peut pas mettre ça de côté. Et puis, eux-mêmes se placent au milieu, sur la route de ses parents. J'ai rencontré notamment Carole Damiani, qui est une psychiatre qui travaille à la PAV, Paris Aide aux Victimes, et qui me dit, de toute façon, dans 100% des affaires, vous aurez à un moment ou à un autre un coup de fil, un numéro, quelqu'un qui vous dira, tiens, tu devrais quand même aller voir un radiesthésiste, un médium ou autre, voire plus. Parfois, il y a des dérives sectaires. C'est-à-dire qu'on va vous dire, la police ne peut rien pour toi, ta famille ne te comprend pas, l'opinion publique a de toute façon une idée préconçue, etc. Moi seul peut t'aider. Et donc, oui. Et il y a des fois, il faut le dire, c'est troublant. Vous êtes allé rencontrer Anne Tufigo, qui est une voyante, médium, qui travaille sur beaucoup d'affaires criminelles. Oui.
Et c'est troublant comme rencontre. Alors c'est assez troublant parce que par ailleurs, évidemment, je fais comme les policiers, je fais le pour et le contre, à charge et à décharge. Et donc je vais rencontrer Anne Tuffigo, qui est une médium qui est plutôt reconnue comme sérieuse, compétente, carrée, si tant est qu'on puisse le reconnaître, ces choses-là. Et puis en même temps, je vais voir les policiers, les magistrats, les gendarmes, qui me disent il n'y a pas une affaire en France qui ait été résolue grâce à l'aide d'un médium ou d'un radiesthésiste ou autre. Et en même temps, je vois Anne qui me dit oui, on vous dit ça de façon officielle, mais officieusement. Alors c'est pas de façon directe, mais les enquêteurs, il y a des enquêteurs qui vont donner à la famille des informations. La famille aura elle des enquêteurs privés qui vont venir me voir, et ça remontera ensuite aux enquêteurs dits officiels, etc. Donc tout ça est assez trouble, assez flou. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'officiellement, il n'y a aucune affaire qui a été résolue en France avec l'aide d'un médium. Pour autant, y compris des associations comme l'ARPD, l'association de recherche des personnes disparues, très sérieuse, a un secteur dans son organisme qui est un radiesthésiste, médiumnique, etc. Et dans l'affaire Émile, ça n'a pas échappé. Eux aussi, ils ont été là. Il y en a eu des centaines, même au tout début, des gens qui venaient sur les recherches et qui faisaient des lives sur TikTok et qui parfois invitaient indécents, les gens. hein. Mais c'était vraiment abject, indécent. Et ça, les grands-parents ou même les parents n'y ont jamais prêté attention. Pour autant, on peut pas reprocher à des parties civiles parfois de se raccrocher à quelque chose. Et je vais vous donner un exemple, j'en parle un petit peu dans le livre, mais je peux le développer surtout en présence de Valérie. Au moment de l'enquête, il y a une personne importante, un ancien de la CIA, qui est passé sur le plateau de Cyril Hanouna. Tout à fait. Sur C8, dans l'émission Touche pas à mon poste. Il a fait des révélations, moi j'en ai parlé aux enquêteurs, ils m'ont dit non, pas sérieux. Pour autant, c'est pas tombé dans l'oreille de sourd, et Anne et Philippe Vedovini ont missionné quelqu'un dans leur entourage de fouiller, d'investiguer et de s'y intéresser. Et il s'avère que ce qu'avait dit ce monsieur a pu être intéressant à un moment donné. Et donc ils ne l'ont jamais mis, eux, de côté. Pourtant, ce sont des personnes qui sont très terre à terre, qui consomment pas forcément cette émission-là à ce moment-là, mais qui ont été énormément intéressés par ce qui a été dévoilé. Et ça rejoint votre propos, Valérie, mais il y a bien quelqu'un qui s'est rapproché du major Dams, je crois, c'est lui. Et je pense que Anne et Philippe Vedovini ont suivi ça de très très près. C'est très compliqué pour les familles parce qu'elles doivent gérer tout ça. Et elles doivent aussi gérer un phénomène récurrent, c'est celui des corbeaux, des menaces. Les grands-parents d'Émile en reçoivent quasiment quotidiennement. Ah oui. J'y suis allé il y a quelques semaines de cela. J'ai pu les voir de nouveau à la Bouilladis. Et le grand-père m'a tendu un courrier. Tenez, ça c'est le cadeau du matin. Il avait reçu ça à son cabinet. Truc abject, truc mais affreux, où il était vilipendé, il était traité d'assassin, etc. Ce sont des gens qui sont très pieux. Des fois, ils reçoivent des messages de 666, le chiffre du diable, de la bête. Voilà. Alors moi, je pense à eux. Ils sont cuir épais, même si c'est difficile. Mais je pense aussi à leurs enfants. C'est-à-dire qu'il en reste des jeunes. Le petit dernier, je crois qu'il a une dizaine d'années. C'est ce que je dis dans le livre. Quand il ouvre la poubelle, qu'il jette son pot de yaourt comme nous font nos enfants et qu'il voit ça, enfin, je veux dire, ils ont une vie qui est bousillée, quoi. Vraiment, c'est ça. Vous le racontez aussi. Oui, toutes les familles que vous avez vues. C'est intéressant parce qu'il y a effectivement des gens qui vont appeler parce que ils ont le sentiment que l'affaire leur appartient et donc eux-mêmes auront des intimes convictions. Ils vont écrire et dire vous êtes les coupables ou vous êtes innocents, etc. Et puis il y a aussi ceux qui vont dire moi je sais. Et donc, ça, c'est encore aussi une autre forme d'agression, de quelque chose d'extrêmement terrible. Je pense là à Thérèse Deleuze, la maman de Yves Bert, ce petit garçon qui est disparu en 77 à Lyon. Alors, Thérèse, elle a reçu énormément... Je me permets, parce que vous le racontez tellement bien. Yves a un grand frère, Yannick. Ils vont dans le même établissement scolaire. Yannick a 9 ans. Yves en a 6. Oui. Tous les jours, ils se sont donné rendez-vous. Yannick attend son grand frère à la sortie des cours pour le ramener à la maison. Et puis, Marie-Thérèse Deleuze va rentrer, les enfants sont pas là, elle va aller à l'école, et là, ils vont trouver Yannick, qui a attendu près d'1 heure que son frère revienne. Son frère reviendra jamais. On pense à Yannick, parce que la manière dont vous le racontez, c'est tellement émouvant. On pense à ce grand frère qui n'était pas si grand et qui n'avait que 9 ans et qui a attendu son petit frère pendant 1 heure et qui ensuite a parcouru avec sa maman, est allé frapper aux portes pour des camarades de classe et autres parents d'élèves pour voir où était Yves. Yves avait donc 6 ans, c'était en 77 et on est en 2026 et on ne sait toujours pas ce qui est advenu de ce petit garçon. Et aussi victime. Et qui donc, voilà, et je disais que Thérèse a été victime elle aussi
de corbeaux ou de choses comme ça. À peine 1 an après la disparition, elle a reçu un courrier avec son mari de l'époque qui disait rassurez-vous, moi je vais vous dire que Yves va très très bien. En fait, moi je suis en mal d'enfant. Je vous ai pris Yves et en fait je vais vous le rendre. Évidemment, on va se rapprocher de la police, on va essayer aller au lieu de rendez-vous, personne ne viendra jamais. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il y a un autre monsieur, dernièrement, en 2023, qui a écrit régulièrement à Thérèse en disant « C'est moi, Yves. C'est moi, je vais vous dire pourquoi c'est moi. » Et en fait, quand vous tapez Yves Bert sur la barre de recherche, vous avez tellement d'informations que dans le courrier, il va donner plein d'informations. Mais évidemment, ce n'est pas Yves. Et le dernier courrier qu'il donnera, c'est « Si vous voulez des preuves, moi j'ai le cartable. » Et en fait, comme évidemment, il n'y a aucune information sur ce cartable, il n'a pas pu en dire plus. Et donc voilà. Mais à chaque fois, ce sont autant de coups de poignard supplémentaires et cette douleur qui ne peut pas se refermer. Et d'ailleurs, les prélèvements ADN dans l'affaire Émile qui ont été diligentés, c'est aussi pour identifier le ou les personnes qui envoient des courriers qui peuvent s'avérer intéressants, parce que il y a eu des milliers dans l'affaire Émile. Tout est lu, hein. Bien sûr. Tout est lu par les enquêteurs. 99,9% vont à la poubelle, et pourtant, il reste un faible pourcentage qui a pu être intéressant. Donc l'objectif aussi des enquêteurs et des magistrats, c'est de savoir qui les envoie, quand, comment, pourquoi. C'est aussi pour ça, parce que de l'ADN a, semble-t-il, été retrouvé sur les enveloppes et sur ces courriers, c'est aussi pour ça que les tests ont été pratiqués ces derniers jours. Je voudrais qu'on termine avec un mot, celui d'espoir, parce que c'est celui qui revient beaucoup dans votre livre. Vous reparlez notamment de l'affaire Natacha Kampusch, cette petite Allemande qui, sur le chemin de l'école, à 10 ans, est enlevée, montée dans une camionnette de force, embarquée, et puis 8 ans plus tard, elle va réussir à s'échapper parce qu'elle a été gardée en captivité. Regardez cette petite archive. Les enquêteurs cherchent à reconstituer au sous-sol les conditions de vie de Natacha Kampusch, notamment dans sa chambre. Un réduit souterrain de 6 mètres carrés. Des livres, un lit, un évier, des toilettes. Cette pièce insonorisée aurait été aménagée avant et pendant la captivité de la jeune femme. Pour les experts psychiatriques, le ravisseur voulait transformer son otage en une chose sans volonté. Il n'y serait pas arrivé complètement. Natacha a vécu 8 ans dans cette cave, elle parvient à s'échapper, et à ce moment-là, vous racontez à quel point, pour toutes les familles, c'est mais en fait, peut-être que pour mon enfant, c'est ça aussi. Oui, de toute façon, dès qu'il y a une affaire impliquant un enfant, ça réactive les familles. Et effectivement, l'affaire de Natacha Kampusch, 8 ans et demi de captivité, c'est une jeune fille qui finalement arrive à s'en sortir. Tous les parents à ce moment-là vont aller voir les associations qui sont d'une aide formidable pour leur dire, vous voyez bien, ou aller voir les gendarmes ou les magistrats, vous voyez bien, je vous ai dit, rien n'est perdu, qu'est-ce que vous faites pour mon affaire, qu'est-ce que vous faites pour moi, bougez-vous. Je sais que, et contre toute attente, même quand ça peut paraître déraisonnable, 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous voyez, il y a encore un espoir. Que faites-vous pour mon histoire, pour mon enfant, pour mon fils, pour ma fille? Et le mot espoir pour les enfants, les parents d'enfants disparus, c'est à la fois quelque chose qui les tient et une souffrance totale. Parce que, à l'inverse d'un deuil, à l'inverse d'un enfant qui est décédé, dont on peut dire qu'on peut aller se recueillir sur une tombe, eh bien, là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du mystère. Et ce mystère-là est quelque chose qui les heurte et qui fait que ils ne peuvent pas avancer. C'est l'espoir éternel de retrouver un corps ou d'avoir une vérité. Parce que la famille d'Émile, elle vit aussi dans cet espoir. L'espoir de savoir un jour. Parce que le deuil, il commence quand on a un corps, mais il peut vraiment se faire quand on sait, quand on a des réponses. Mais je peux vous citer une phrase d'Anne et Philippe Vedovini. Elle est dans le livre et ils me l'ont répété il n'y a pas longtemps. Ils souhaitent 2 choses. Être innocentés, donc avoir la vérité, parce qu'ils seront innocentés lorsque la vérité se sera manifestée, et pouvoir retourner au Vernet. Parce que c'est aussi ça, eux. Ils ne retournent plus dans l'endroit où ils ont passé leurs vacances ces 30 ou 40 dernières années. Ils ne peuvent plus y aller. Le regard des autres, ce qui a été dit en audition, etc. Il y a aussi ça qui se met en place, cette machine de destruction. C'est-à-dire qu'Anne et Philippe Vedovini ne peuvent plus aller à la Bouilladis et encore plus au Vernet sans qu'il y ait des regards suspicieux qui se tournent vers eux. Donc oui, ils ont espoir d'une manifestation de la vérité et de retrouver une vie normale. Est-ce que ça sera possible après ce qu'ils ont traversé ? Je ne sais pas. C'était passionnant de vous avoir. Valérie Benahimi, Ils ont disparu chez Fayard. Absolument passionnant pour comprendre cette mécanique infernale pour ces familles. Et puis Émile, les zones grises de l'enquête. Merci Valentin pour toutes ces informations que vous nous avez livrées encore aujourd'hui sur le plateau d'Histoire criminelle. Vous restez évidemment avec nous sur LCI. On se donne nous rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles histoires criminelles.